des histoires de patates chaudes où tout le monde se bat pour savoir si c'est de l'éducatif ou du sanitaire, et qui rendent très impuissants tous les systèmes de collaboration. Donc ça va être une idée importante, et pour cela, je voulais vous présenter un petit peu des principaux troubles de santé mentale qui affectent ces enfants auxquels on a affaire, et qui vont nous aider à mieux réfléchir à ce qu'on peut proposer. Alors d'une part, il y a ce que je viens de mettre en évidence, c'est-à-dire toutes les pathologies de la relation, les troubles de l'attachement, les troubles de la personnalité, donc selon l'âge. À partir de l'adolescence, on parle de troubles de la personnalité. Avant, on parle de fonctionnement limite, les fameux états limites. Et chez l'adulte, on va penser plutôt à des troubles de personnalité constitués. Donc ça va être toutes ces pathologies de la relation qui vont être un fond commun avec des décompensations gravissimes et qui occupent les 2/3 de nos services donc qui occupent le caractère bruyant et extrêmement urgent de ces troubles de la relation, occupe nos services de pompiers, de SAMU, d'urgence, etc. Et on va voir que c'est rarement des bonnes réponses, que ces réponses précipitées catastrophiques. Alors, les psychiatres doivent aussi diagnostiquer, évaluer et orienter pour les soins des pathologies spécifiques, c'est-à-dire effectivement les troubles autistiques, par exemple, les troubles du neurodéveloppement doivent être repérés, comme chez tous les enfants. Il y a les troubles des apprentissages, qu'on appelle les dyscalculies, les dysphasies, etc., les troubles de l'attention, l'hyperactivité, ou maintenant les refus scolaires anxieux, qui sont très importants à repérer chez ces enfants. Et les psychotraumas, puisque ça devient maintenant des consultations, des motifs de consultation. Chez ces enfants, c'est rarement des psychotraumas simples, c'est-à-dire que le modèle du psychotrauma simple avec certaines techniques ne vont pas être appliqués dans le cas de psychotraumas complexes, qui vont plutôt être apparentés à des troubles de la personnalité ou des troubles de l'attachement. Il y a tous les syndromes qu'on pourrait appeler en comorbidité, c'est-à-dire tous les syndromes anxio-dépressifs que présentent ces enfants, tous les troubles du comportement, donc y compris des violences, y compris des décompensations, les addictions, les conduites prostitutionnelles, nous en avons parlé, et les grandes situations de crise et d'urgence, donc les crises suicidaires, les crises de violence, des situations de maltraitance physique, sexuelle, de violence intrafamiliale et de violence dans les fratries. Et également, comme tous les enfants, des urgences psychiatriques, des états délirants aigus ou des hallucinations. C'est-à-dire que pour répondre à tous ces besoins, c'est dans cette dynamique de réflexion que nous avons développé à la Maison de l'Adolescent du 94 et dans le service universitaire de Créteil des ressources en termes d'accueil de ces enfants, dont certaines spécifiques aux enfants de l'ASE. Donc ce sont les consultations à la maternité et l'unité de parentalité parent-bébé avec un hôpital de jour et des unités mobiles pour accompagner les mères avec les bébés à la sortie, en les gardant le moins longtemps possible hospitalisés. Il y a des consultations précoces pour l'autisme, donc avec des repérages très précoces, des consultations pour les troubles des apprentissages, et nous avons conçu une unité mobile pour aller dans les écoles, pour proposer ce qu'on appelle les diagnostics de situation, sur lesquels je vais revenir, au sein de l'école, puisqu'un trouble de l'apprentissage doit et peut être diagnostiqué de façon efficace au sein du système relationnel scolaire de l'enfant, puisqu'il peut avoir différentes origines, à la fois intrapsychiques, mais également le climat scolaire, les rapports des parents aux apprentissages, etc. Nous avons développé également, pour répondre aux besoins de ces enfants, des consultations familiales, maintenant des thérapies multifamiliales, c'est-à-dire que ce sont des groupes de plusieurs familles qui travaillent ensemble pour construire leurs compétences parentales. Nous avions développé des consultations psychotrauma, j'en parlais tout à l'heure, qui sont de plus en plus sollicitées. Une équipe de clinique transculturelle
lorsque les enjeux culturels sont un obstacle à l'accès aux soins, et une consultation pour les mineurs de retour de zones de guerre, Syrie, Irak, avec des réponses spécifiques. Et à la maison de l'adolescent du 94, nous avons développé une unité qu'on appelle Crisis, c'est-à-dire c'est des accueils pour les adolescents sans rendez-vous, parce qu'on pense qu'il faut être très disponible, et lorsqu'il y a une crise, c'est pas en répondant par une demande de consultation avec un psychologue ou un psychiatre dans 6 mois que ça va être inadéquat. Et ça va éviter des hospitalisations. C'est-à-dire le fait de pouvoir répondre très vite avec une très grande disponibilité va permettre de désamorcer ou au contraire d'avoir un effet thérapeutique rapide auprès de ces adolescents, des familles et des systèmes, des professionnels qui travaillent avec eux. Et nous avons développé l'unité mobile adolescent, que vous m'avez fait l'honneur de me demander de préciser, ce que je ferai bientôt, en partenariat avec la DPEJ du 94, et pour intervenir dans les foyers de l'aide sociale du 94, plutôt que, comme je le disais tout à l'heure, d'envoyer en urgence ces adolescents dans des contextes de crise à l'hôpital. Nous avons développé également une unité mobile 15-30 pour les jeunes entre 15 et 30 ans, les jeunes adultes, pour se rendre auprès de ces jeunes qui sont échoués en dehors de tout recours à la fois médical, de recours psychiatrique ou de recours social. C'est souvent dans des situations de grande difficulté. C'est un âge très difficile parce que c'est le moment d'articulation entre les systèmes pour les enfants et les systèmes pour les adultes, que ce soit les systèmes sociaux et les systèmes éducatifs. Et c'est également l'âge où apparaissent les grandes pathologies psychiatriques de l'adulte, tous les troubles bipolaires, la schizophrénie, les troubles de personnalité. Donc c'est une période de vulnérabilité particulière qui expose, et une question majeure qui est celle de l'accompagnement après la majorité des jeunes qui sont confiés à l'ASE. Et nous avons développé également des groupes d'appui aux situations complexes où on réunit l'ensemble des partenaires d'une situation. On peut être 20 ou 25 dans une salle à travailler pendant une demi-journée, avec des techniques comme la clinique de la concertation qui permet, lorsque c'est possible, d'associer les familles à cette réflexion avec tous les professionnels engagés autour des adolescents. Nous avons développé un hôpital de jour pour adolescents avec des unités mobiles pour essayer d'éviter l'hospitalisation, parce que, encore une fois, je pense qu'il y a quelques situations rares où l'hospitalisation à temps plein est nécessaire, mais vraiment exceptionnelle. C'est seulement quand il y a des grandes décompensations délirantes ou des crises suicidaires majeures qu'il faut protéger à court terme immédiatement les ados. Mais je pense que dans le meilleur des cas, il faut essayer de travailler en amont et travailler dans la continuité et travailler hors les murs, c'est-à-dire aller vers ces ados dans les structures relationnelles, les structures éducatives, les structures sanitaires dans lesquelles ils évoluent. Nous avons développé une unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger, au CHIC, en lien donc avec le service de pédiatrie et l'unité médico-judiciaire avec une salle Mélanie pour permettre d'avoir des auditions une seule fois pour les enfants victimes. Et enfin, je citerai la Maison de l'enfant et de la famille, qui regroupe des professionnels du soin, des professionnels de l'éducatif, du social, de l'éducation nationale, des chercheurs, des associations, des patients et des familles. On a même réussi à recruter, pour son savoir expérientiel, une mère de famille dans ce qu'on appelle maintenant les médiateurs de santé père, c'est-à-dire que ce sont des familles qui ont eu affaire à la psychiatrie et à l'hôpital et qui font bénéficier les autres familles et les autres enfants de leur expérience. Alors, quelles sont effectivement les principales évolutions, la question qui m'a été posée dans notre domaine d'expertise concernant notamment la notion d'attachement. Alors, évidemment, il faut de la psychiatrie. De la psychiatrie de l'enfant, vous voyez, mais pas de l'enfant seul. C'est la psychiatrie de l'enfant dans ses systèmes d'appartenance. En fait, ce n'est pas dans le bureau d'un psychiatre aussi compétent fut-il que va se développer ou se réparer un enfant. En fait, c'est un modèle de psychothérapie individuelle qui est rarement opérant et qui est presque toujours incompréhensible pour les adolescents. Donc, nous pensons qu'il faut soutenir les systèmes relationnels mobilisés autour de l'enfant
sa famille, les éducateurs, l'école, les référents ASE, les familles d'accueil, les psychothérapeutes quand il y en a dans un certain nombre de cas, des animateurs selon les âges, ça peut être le club de basket, le graphe ou la musique, la muscu, tout ce qu'on appelle la santé positive également. En fait, il faut les superviser, les coordonner, les hiérarchiser dans ce qu'on pourrait appeler un métasystème cohérent qui est orienté vers des objectifs lisibles et partagés par tout le monde. Il faut accompagner l'expérience de l'enfant de liens fonctionnels, des liens sécures, des liens fiables, des liens lisibles dans la continuité. Alors ce sont des enfants qui n'ont fait l'expérience jusqu'ici que de liens imprévisibles, incohérents, des discontinuités dans la relation, des relations chaotiques. Ces jeunes ne croient pas qu'on peut s'appuyer sur les relations. Ils ont fait l'expérience que les adultes ne tiennent pas la route. Et on ne peut pas démentir. Il va falloir 5 à 10 ans de travail avec eux pour qu'ils puissent intégrer d'autres schémas. Il y avait un ado qui avait dit à un éducateur, ça ne sert à rien que je te raconte, puisque de toute façon, dans 2 mois, tu ne seras plus là. Il savait qu'une relation, les gens ils sont sympas, mais on ne peut pas compter dessus. Ils l'ont intégré profondément. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est de construire un diagnostic de situation. Ça veut dire, il faut associer un diagnostic individuel à un diagnostic relationnel de l'enfant. Et c'est ça qui va autoriser des interventions, d'une part auprès de l'enfant, et sur les systèmes relationnels qui sont pertinents autour de l'enfant. Et ce qui va être aussi très intéressant d'observer, et en particulier pour les professionnels, ce sont les résonances entre ces pathologies individuelles et les dysfonctionnements institutionnels. C'est très difficile de travailler avec ces enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants ont dans la tête des modes opératoires internes, par exemple, qui vont être colorés par la persécution, par la méfiance, comme je disais, par le fait qu'ils s'attendent à ce que de toute façon l'adulte ne tienne pas la route, ne tienne pas sa parole, ne revienne plus, fasse des promesses idéalisées qui ensuite vont s'effondrer. Et ça va entraîner les éducateurs, s'ils sont insuffisamment formés, à des réactions. Et on voit des éducateurs qui, à certains moments, méconnaissent ou mal interprètent les réactions des adolescents qui, simplement, eux, sont fidèles à un pattern qu'ils ont appris. Donc il va falloir qu'ils soient capables de l'analyser, qu'ils soient capables d'avoir des formations solides en termes d'analyse, de régulation émotionnelle, en termes de ce qu'on appelle la validation émotionnelle. C'est-à-dire qu'un adolescent qui se met en colère, on a 2 outils qu'on va pouvoir équilibrer. Il faut de l'autorité, lui dire où est la loi. Mais peut-être pas tout de suite. Peut-être que d'abord, il va falloir une validation émotionnelle, c'est-à-dire lui dire, là, tu es très en colère, là tu es foudrage. Sans doute, peut-être que j'ai fait quelque chose, ou qu'il s'est passé quelque chose, ou que j'ai dit quelque chose qui a été pour toi insupportable. On valide, c'est-à-dire qu'on dit, tu es très en colère. Ça ne veut pas dire que tu as le droit. Après, on va parler du fait comment on fait quand on est très en colère, comment on le dit, comment on le partage, comment on analyse ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des malentendus, etc., etc. Donc on va travailler sur sa psychologie, et la psychologie et la psychiatrie vont aider l'ensemble des éducateurs et tous les réseaux engagés à comprendre ce que vit l'adolescent et à avoir des attitudes adaptées qui vont être autrement qu'en rupture, en évacuation, en crise, etc., etc. C'est-à-dire que ça demande une... Donc c'est une notion de résonance entre les besoins individuels de l'ado. Ce n'est pas dans un bureau en analysant avec l'ado, avec sa réflexivité. Alors, encore une fois, le soin individuel, c'est très bien et heureux les ados qui peuvent y accéder. Je ne dis pas du tout ça. Ce que je dis, c'est que peut-être dans un deuxième temps, ça sera possible, mais qu'il faut aller vers l'ado, ça veut dire être capable, le temps qu'il faut, d'aller vers lui et de proposer les soins qui lui permettront peut-être un jour de s'approprier, c'est-à-dire le fait d'aller voir un psychothérapeute quand on ne va pas bien, c'est déjà un résultat culturel, éducatif, social, qui se construit dans la durée et qui n'est pas donné à tout le monde. On pense qu'au départ, il y a une relation qui doit être construite, un lien qui va être un peu indifférencié, c'est-à-dire que quand on intervient avec des ados comme ça, des fois on est un peu éducateur, un peu psy, un peu sociologue, un peu... et puis, avec le temps,
en fait, va se différencier la relation et se construire des pôles qui vont permettre à l'adolescent d'accéder à un enseignant, d'accéder à une position éducative auprès d'un éducateur et d'accéder à une position auprès d'un psychologue. Donc c'est cette notion de formation sur laquelle je voudrais aussi insister énormément, c'est-à-dire que je pense qu'on a un rôle majeur, les psychiatres et les psychologues, à soutenir très fortement les besoins pour les enfants de l'ASE en enseignant tout ce qu'on connaît maintenant sur la mentalisation, etc., et des méthodes modernes de pédopsychiatrie qui permettent de comprendre ces fonctionnements limites de ces adolescents. Donc ce sont des formations d'équipe qu'il faut penser, sur lesquelles il faut investir, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Il faut outiller ces éducateurs de façon très pragmatique et les aider à mettre en place des ateliers d'estime de soi, comprendre les réactions de détresse des adolescents, etc., comme je viens de le dire. Et vous voyez que dans ce contexte-là, le soin apparaît de certaine façon comme une propriété émergente d'un système relationnel. On pourrait presque dire qu'il n'y a pas de soin psychique sans soin social. Alors c'est dans cette perspective d'une pédopsychiatrie qu'on pourrait appeler écosystémique, comme écologique et système, que les dispositifs de soins proposés à Créteil, alors il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, disons que c'est un exemple de ressources spécifiques pour les enfants de l'ASE qui ont besoin de soins, et ça pourrait être généralisé sur tout le territoire, ancré dans des structures candidates. Ça pourrait être des maisons de l'adolescent, des maisons de l'enfant et de la famille, ou des hôpitaux territoriaux, des centres médico-psychologiques volontaires. Donc nous proposons que ces guichets spécifiques sont indispensables. Ils sont en rapport avec des besoins de soins exceptionnels qui ne trouvent pas de réponse dans le droit commun actuellement. Et ils ont un coût important. Mais c'est un coût qui est relatif en considération des parcours de vie et des conséquences graves de ces pathologies. C'est-à-dire que ça a été plusieurs fois démontré. Et sur le plan éthique, le principe de justice préconise l'équité, c'est-à-dire des moyens d'accès aux soins proportionnels aux besoins, ce qui est un peu différent de l'égalité. Et en fait, ces soins spécifiques pour des enfants de l'ASE ont pour ambition de reconstruire ce qu'on pourrait appeler un métasystème relationnel cohérent autour de l'enfant, qui va être indispensable à sa construction identitaire. L'identité équilibrée en psychologie, ça pourrait être défini comme la capacité à naviguer avec une certaine liberté entre des systèmes d'appartenance complémentaires. Chacun d'entre nous navigue entre son métier, sa famille, son club, son association, avec une certaine fluidité et sans vécu d'incohérence et de heurts dans cette circulation. Donc peut-être l'ASE pourrait à certains moments tenter de se replier sur elle-même, par exemple construire des mini-hôpitaux internes, etc. Enfin, parmi les choix politiques, nous proposons plutôt un ancrage partenarial dans des structures de soins modernes. Alors, la question qui m'a été posée, c'est effectivement quelles sont les raisons qui nous ont amenés à créer des équipes mobiles d'intervention. Donc, vous avez compris où j'arrivais, c'est-à-dire que les unités mobiles, pour nous, c'est un exemple paradigmatique d'intervention hors les murs. Donc, je vais m'appuyer sur notre exemple et notre expérience dans le Val-de-Marne, dans la maison de l'adolescent du 94, en partenariat avec le département, la DPEJ et l'ARS. Donc c'est comme ça qu'elle a été construite, pour intervenir dans les différents contextes écosystémiques de l'enfant, les foyers de l'ASE, les familles, les écoles, les associations. Alors quand on parle d'une équipe mobile, alors la mobilité est physique, mais c'est surtout une mobilité psychique. C'est celle des dispositifs qui sont inventés dans chaque situation. Une pédopsychiatrie moderne doit être agile. Et l'équipe mobile est mixte. Elle est composée de médecins, de psychologues, d'infirmiers, mais aussi d'éducateurs ou de parents expérimentés. Je parlais tout à l'heure de la pérédance, des médiateurs de santé père. Et dans la situation des enfants confiés à l'ASE, pour lesquels les besoins de soins psychiques sont supérieurs à la moyenne et les dispositifs souvent inadaptés,
la menace de stigmatisation est rédhibitoire. La proposition d'un soin individuel s'avère souvent une impasse pour eux. Ils refusent systématiquement qu'on les identifie à un parcours chaotique. Il y en a un qui m'a dit, moi je préfère aller en prison plutôt que d'aller en psychiatrie. S'ils avaient une demande de soins psychiques, pour eux, ça serait reconnaître le chaos qui est dans leur tête comme le chaos qui est dans leur histoire personnelle. En fait, eux, ils veulent s'en libérer. Et ils ont à cœur de montrer qu'ils sont capables de développer une image positive d'eux-mêmes en se centrant sur les qualités relationnelles qu'ils développent avec leur père, avec les éducateurs, parfois avec leur famille. Et donc le travail en mobilité va consister à s'affilier au système relationnel que l'adolescent investit. Et encore une fois, les formations, alors je suis enseignant, je suis professeur de médecine, donc c'est un leitmotiv, c'est nous devons enseigner, apprendre à accepter en pédopsychiatrie des demandes paradoxales d'un soin pour un enfant ou un adolescent qui n'en veut pas. Ben oui, il n'en veut pas, mais on ne va pas attendre qu'il fabrique une demande. Et on va devoir enseigner et apprendre ce qu'est le travail sur la santé, pas seulement sur le soin psychiatrique, mais la santé au sens large, la santé positive. Un adolescent peut investir son corps, il peut investir ses transformations. Et de la même façon, ça prend la bonne connaissance des institutions. Et si on les enseigne pas en fac de médecine, par exemple, l'institution scolaire, l'institution éducative, l'institution sociale, médico-sociale, tous ces systèmes relationnels dans lesquels évolue l'enfant vont construire son identité. Et à cet égard, il y a une nouvelle maquette actuellement de formation des internes en pédopsychiatrie qui est très prometteuse du renouvellement des générations des jeunes pédopsychiatres. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. En fait, il est le nœud de dépendance relationnelle, de loyauté invisible. Son développement identitaire n'est compréhensible que dans ses appartenances. Comme il construit lui-même peu à peu ce qu'on pourrait appeler ses niches écologiques, qui vont le nourrir en retour, alors pour le meilleur et pour le pire. Alors la différenciation entre éducation sociale, pédagogique et soins, comme je le disais tout à l'heure, ne peut pas être un a priori. En fait, elle se construit dans une dynamique au départ, est la relation. C'est-à-dire qu'il faut aller vers ces jeunes, aller vers ces éducateurs, aller vers ces foyers, aller vers ces équipes qui sont sur le terrain, et à partir de là, va se construire une différenciation des postures professionnelles. Et vous voyez que la construction d'un tel dispositif de soins va exiger disponibilité et un engagement très important dans les différents systèmes relationnels de l'enfant qui caractérisent l'approche écosystémique. Alors je vais juste vous donner un exemple pour peut-être qu'on puisse aussi discuter et puis marquer les esprits par les enjeux, je pense, qui sont les nôtres et qu'il faut qu'on partage. Celui d'Emma qui a 17 ans et qui fuguait du foyer ASE où elle avait été placée en urgence. Ces prises de risques, consommation de toxiques, tentatives de suicide et conduite prostitutionnelle étaient telles que l'indication d'une hospitalisation en psychiatrie avait été posée. Alors pour Emma, son placement était une sanction de ses comportements et non une mesure de protection contre la maltraitance grave qu'elle avait subie. Elle demandait à retourner chez elle, ce que refusait l'équipe ASE, préoccupée de sa sécurité, devenant à son insu non plus protectrice, mais accusatrice de sa famille, et interdisant l'expression de la loyauté d'Emma pour sa famille. Et en résonance avec le placement, la psychiatrie devenait une évacuation en urgence du foyer de l'ASE. Alors l'unité mobile ado, l'UMADO, en choisissant d'accompagner Emma chez elle, a endossé l'injonction paradoxale et assumé un conflit transitoire avec l'ASE, mais que les équipes ont pu travailler entre professionnels. Emma, s'appuyant alors sur les professionnels de l'unité mobile qui reconnaissaient sa loyauté familiale, alors les professionnels de l'équipe mobile à ce moment étaient justement eux-mêmes mis en cause par la famille,
a pu considérer à ce moment-là que ses parents ne la protégeaient pas assez et qu'elle était exposée à des situations incestueuses. Et donc Emma, à ce moment-là, a demandé à ne plus revenir chez elle et a investi les projets éducatifs et soignants de soins individuels pour soigner sa dépression et le sevrage à ses addictions. Donc, au-delà des méthodes et des dispositifs, la reconnaissance de la vulnérabilité des situations rencontrées mobilise les valeurs éthiques du soin et de la santé. L'illusoire attente d'autonomie d'un petit adulte en construction et en demande de soins doit savoir, selon nous, s'effacer devant les qualités de disponibilité, d'engagement et de justice qu'exige la vulnérabilité des environnements de l'enfant. Alors la question m'a été posée, quels sont les principaux dysfonctionnements que vous identifiez dans la prise en charge de la santé mentale de ces enfants? Alors nous avons exposé le principal besoin, selon nous, du point de vue sanitaire, de création de dispositifs spécifiques pour les enfants de l'ASE qui ont besoin de soins à la fois individuels et relationnels. Je ne reviens pas sur ce point. Du côté des partenariats, du côté de l'ASE, du côté de la PJJ, parmi les grandes difficultés que nous avons, c'est le turnover des référents, du côté social comme du côté sanitaire. La question de l'attractivité de ces métiers, de leur revalorisation, de leur encadrement, de leur formation, on en a parlé plusieurs fois, est centrale. L'instabilité des équipes est un obstacle majeur à la construction des liens, en interne et entre équipes, en résonance avec les discontinuités relationnelles des enfants et des familles. Je vous citais cet ado qui disait, de toute façon, ça ne sert à rien que je te raconte, dans 2 mois, tu ne seras plus là. Ce sont les changements fréquents de lieu de vie pour ces enfants et ces adolescents. C'est l'insuffisance de référents, un référent qui garantisse la continuité narrative du parcours de vie, qui lui raconte ce qui s'est passé, qui soit témoin des différents moments de l'histoire. Un enfant, il peut accepter qu'il y a des changements, qu'il y a des choses qui se sont passées, mais il faut que quelqu'un le lui raconte, qu'il y ait une certaine cohérence. Quand on tombe sur les éducateurs qui sont arrivés depuis 6 mois, qui ont eu des demi-transmissions, qui eux-mêmes sont complètement dans une instabilité totale, il y a une résonance totale entre les parcours de ces enfants et les parcours de ces professionnels. Et il faut que quelqu'un raconte à l'enfant d'où il vient, ce qui s'est passé, et puis raconte aussi qui est cette famille d'accueil, qui est sa famille, qui sont les gens qui sont dans ce foyer, qui est ce psychothérapeute qu'il reçoit. Ces enfants sont totalement perdus avec un défaut de repérage d'une histoire, d'un fil narratif auquel qu'ils puissent les aider à construire leur identité. Donc il y a une insuffisance de soutien des psychologues, et je partage les conclusions du rapport du Sénat de 2023. Bon, d'une part, on a un effondrement de la démographie médicale psychiatre, et les psychologues, on a des psychologues, c'est un métier extraordinaire qui doit être soutenu. Ils sont insuffisamment payés. Les psychologues les plus expérimentés doivent être... on doit leur attribuer des fonctions de coordination adjointe de services pour que leur expérience puisse bénéficier à la formation des plus jeunes psychologues qui arrivent. Il faut une valorisation professionnelle, des temps de formation, d'expérience professionnelle. J'ai parlé tout à l'heure des formations beaucoup plus pragmatiques qui sont insuffisantes. Donc je pense que les modèles aussi de références théoriques doivent évoluer. Tous les outils de régulation émotionnelle, d'estime de soi, la compréhension des réactions de détresse des enfants, leur mode opératoire interne lorsqu'ils sont dans cette histoire-là. Que les professionnels soient capables d'analyser leur résonance professionnelle devant des troubles de l'attachement. C'est très difficile d'exercer ce métier. Il faut avoir du recul et comprendre ce qui est agi. Et il faut des formations communes aux équipes de soins de l'ASE, de la PJJ, de l'éducation nationale, qui permettraient de construire une culture commune et un réseau structurant l'accueil des enfants et des familles et contribuerait à l'attractivité de ces métiers, dans la continuité des groupes d'appui aux situations complexes, par exemple. Et les services de soins, comme les services de l'ASE, sont trop souvent en quête de solutions individuelles à court terme. C'est-à-dire qu'il y a cette exigence de pouvoir s'inscrire dans la durée.
le recours aux urgences psychiatriques, on en a parlé tout à l'heure, ou des hospitalisations d'adolescents en psychiatrie, c'est rarement la meilleure solution. Il y a quelques cas, mais c'est seulement des hospitalisations, par exemple, de courte durée, et qui sont inscrites dans un projet à long terme, où les partenaires restent engagés. Et à ce moment-là, se mettre d'accord sur le fait qu'il va être hospitalisé pendant 8 jours peut avoir du sens, mais surtout pas une évacuation, une exfiltration du jeune dans un service de psychiatrie qui va dire mais non, il n'a pas de problème psychiatrique, et puis l'éducateur qui a été menacé par un couteau va trouver ça à juste titre comme une disqualification insupportable. Donc on va dire c'est pas de la psychiatrie, non, c'est pas de l'éducatif, mais on n'est pas assez nombreux dans les foyers, on n'est que 2 par rapport à des jeunes comme ça, oui, mais c'est etc., etc. Donc tous les traumas dits complexes doivent donner lieu à des diagnostics et des interventions. Et encore une fois, je rappelle que l'inscription dans le traitement de ces enfants, c'est 5 à 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut sortir d'un court-termisme qui serait d'avoir des solutions magiques dans une consultation ou dans une intervention en urgence. On a dit un mot sur les jeunes adultes, les jeunes majeurs. C'est très problématique. C'est la raison pour laquelle nous avons développé cette unité mobile qu'on appelle le Contact 15-30 dans cette période de particulière vulnérabilité. Et simplement pour conclure ce propos liminaire, et je suis à la disposition de vos questions pour aller plus loin dans ces différents points, je pense qu'aujourd'hui, les prises de conscience et les modèles d'intervention d'une pédopsychiatrie moderne intègrent mieux ces perspectives écosystémiques et le besoin de continuité entre les interventions sanitaires, sociales, éducatives. Et j'ai donné l'exemple de pays comme au Canada où c'est déjà en place depuis 20 ans. Donc je pense que les choses bougent. Les formations aussi bougent, mais il faut vraiment les soutenir de façon massive. Des professionnels du métier du social comme des métiers du soin et l'attractivité aussi doit être soutenue de façon massive si on veut que les choses évoluent. L'expression contemporaine de souffrance exprimée par ces enfants, ces adolescents et ces familles, c'est des graves manifestations qui submergent nos services sociaux et les services d'urgence, et qui, sur le plan économique, coûtent des fortunes et sont des réponses inadéquates. Il me semble que ça semble provoquer une certaine prise de conscience des besoins de santé de ces enfants et des investissements massifs qu'ils justifient. En conclusion, la protection de l'enfance, me semble-t-il, ne concerne pas que quelques-uns, mais tous les enfants. Et au-delà, l'idée, le projet que la République construit de son futur. Je vous remercie, je suis à votre disposition pour poursuivre ces échanges. Je vous remercie et merci pour ces premiers... Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. Donc, je vous remercie pour ces premiers propos liminaires. Et maintenant, nous allons passer aux questions des députés, en commençant par celle de Madame la rapporteure. Merci. Merci, professeur Balette, pour votre intervention, évidemment majeure, que je partage de longue date pour les travaux que vous portez sur le Val-de-Marne, qui ont pu étayer, vraiment accompagner les équipes de la protection de l'enfance qui en avaient drôlement besoin, et à travers l'ensemble des dispositifs que vous avez pu mettre en place en concertation avec tout l'écosystème que nous avions. Je voudrais vous demander, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que ce modèle qui pense être transposable à l'échelle nationale pourrait être le modèle sur lequel on puisse s'appuyer dans cette commission d'enquête, et surtout qu'il puisse être en capacité au niveau des ministères et donc de la santé en particulier, c'est bien, ça demande des moyens. Est-ce que vous avez capacité à nous dire le prix à votre échelle, dans votre connaissance en matière de santé, de ce qu'il faudrait pour construire un dispositif de ce type à travers nos territoires et qui puisse être comme le modèle que vous avez proposé avec beaucoup de possibilités offertes à des territoires qui en ont grandement besoin pour satisfaire les besoins en santé
des enfants sous protection de l'enfance, mais plus globalement la santé de l'enfance en investissant évidemment ce que je pense souvent plutôt l'avenir à travers cette mobilisation générale pour les enfants dans la globalité, puisque c'était pas l'objet du propos d'aujourd'hui, mais vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'autisme, et nous avons bien évidemment aussi de nombreux enfants porteurs de troubles autistiques qui ont besoin d'être opérés dès le plus jeune âge et d'être accompagnés de la meilleure manière par les équipes de l'ASE et en santé générale, bien évidemment, en France aussi. Et on sait que la France s'y prend plutôt extrêmement tard dans son repérage et dans son diagnostic. Donc je voudrais vous demander 3 questions à travers cette question du coût en matière de santé. Je pense que c'est un investissement et non pas un coût. Deuxièmement, savoir si réellement on a capacité à le mettre en œuvre assez rapidement dans une organisation territoriale à l'échelle nationale. La question majeure aussi sur les troubles de l'attachement, les besoins fondamentaux des enfants, puisqu'aujourd'hui, si on regarde un peu, c'est pas égalitaire dans tous les territoires, parce que suivant les territoires, il y a beaucoup d'enfants en bas âge qui se trouvent être en protection de l'enfance. Ça monte depuis quelques années avec des chiffres plus importants. Donc cette prise en charge des 1000 premiers jours, d'un côté, nous avons l'État qui fait une promotion des 1000 premiers jours comme étant le cœur de la construction de l'enfant dans son écosystème et dans ses besoins de sécurité, et de l'autre, une protection de l'enfance qui, parfois, et c'est le cas dans de nombreux endroits, est en grande difficulté pour accompagner ces enfants avec des normes qui sont évidemment pas à la hauteur des enfants de 0 à 3 ans, et par ailleurs, des personnels pas toujours aussi bien formés pour les troubles que ces enfants peuvent avoir au niveau de la séparation d'un nourrisson ou d'un enfant maltraité qui n'a qu'entre quelques jours et 3 ans. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire quelques propositions sur ce sujet afin de nourrir les travaux de cette commission d'enquête ? Oui, alors, merci beaucoup pour cette question, parce que précisément cette notion de spécificité des besoins d'enfants qui par ailleurs en ont le plus besoin, qui a conduit et qui a été le moteur principal du développement d'initiatives thérapeutiques particulières. C'est-à-dire, les enfants les plus graves, c'était ceux auxquels on accédait le moins. Donc ça nous a conduit à nous poser des questions, d'une part sur nos modèles d'intervention, c'est-à-dire est-ce que la fameuse demande d'un enfant qui veut du soin doit être quelque chose qui est dissocié des constats que font tous les acteurs éducatifs, sociaux, politiques, ou est-ce qu'il faut penser les choses autrement? Donc je pense qu'il faut qu'on regarde la réalité en face, qui est que ces enfants nombreux ont des besoins énormes auxquels on ne répond pas. Et ça nous coûte des fortunes. C'est-à-dire que la question de l'investissement, c'est nos services d'urgence sont débordés. C'est-à-dire qu'on ces enfants, parce qu'on répond de façon inadéquate, on est très inefficace, on décourage tout le monde, on épuise les équipes, et les équipes se disent, de toute façon, c'est le tonneau d'Anaïde, et plus on passe nos nuits aux urgences, et puis plus on héberge ces ados, et plus ces ados reviennent, et on ne met pas les forces là où il faudrait. Donc, on a compris que on ne peut pas imaginer la psychiatrie ou le soin psychique comme une espèce de solution magique externalisée qui serait ailleurs. Donc, je pense que c'est une donnée fondamentale, c'est que l'enfant grandit dans son système relationnel. Donc, c'est pareil pour les difficultés et les troubles des apprentissages à l'école. C'est-à-dire que si on ne réfléchit pas au soutien de l'équipe éducative, au climat scolaire, à la formation de tous les gens qui encadrent l'enfant, à la formation des parents, au soutien social plus large qu'il y a autour des apprentissages. Dans certains cas, il y a des troubles des apprentissages spécifiques qui concernent des dysfonctionnements de certains réseaux neuronaux, mais
le diagnostic de situation permet d'intégrer bien au-delà l'ensemble des paramètres qui sont déterminants. Donc, je pense que les besoins de ces enfants à l'ASE, d'ailleurs, ils n'ont pas tous des besoins de santé psychiatrique, doivent être considérés comme nécessitant un savoir-faire et des abords particuliers. Et je pense que c'est un investissement qui sera à la fois beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher que toutes les conséquences graves qui font quand même la une des journaux régulièrement, et les défauts également d'efficacité. C'est-à-dire que ces enfants, les mettre en psychiatrie ou leur proposer des dispositifs qui sont inadéquats ne sont pas une bonne réponse. Alors après, la deuxième question, c'est effectivement notre capacité à les mettre en œuvre. Je pense qu'à partir du moment où l'État souhaiterait que des dispositifs spécifiques soient engagés, eh bien, un certain nombre d'acteurs sont compétents et prêts à le faire. Donc j'ai cité les maisons des adolescents, mais j'ai cité maintenant un certain nombre d'initiatives de maisons de l'enfant et de la famille, comme on a pu en créer une à Créteil, et d'autres sont en train d'apparaître. Ça pourrait être des structures hospitalières ou des centres médico-psychologiques qui sont volontaires pour s'engager dans ces expériences. Mais on a d'une part un appui sur l'Europe du Nord, on a un appui sur le Canada. Je pense qu'en France, nous n'avons pas pris la mesure de ce besoin d'investissement. Et quand la RS nous dit nous avons des dispositifs de droit commun auxquels les professionnels ou les familles de ces enfants peuvent s'adresser, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de répondre à la spécificité des besoins de ces enfants. C'est ce que j'ai décrit, c'est que quand il y a une crise, c'est pas une réponse dans 6 mois, c'est que on lui demande pas de s'installer en psychothérapie en allant voir quelqu'un chaque semaine. On va intervenir, on va travailler avec lui et l'éducateur sur ce qui s'est passé quand il y a eu une menace ou une violence dans le foyer. Ça va être d'autres formes de réponse. C'est-à-dire, c'est une spécificité de réponse aux besoins de ces enfants qui sont bien identifiés, que maintenant on connaît bien. Je veux dire, le fonctionnement état limite, c'est quelque chose qui est très bien décrit dans la littérature internationale et pour lequel on n'a pas pris la mesure des besoins. Donc je pense que c'est nécessaire de pouvoir considérer des besoins particuliers et de mettre en face les moyens qu'il faut pour y répondre. Ensuite, l'observation que vous faites sur des besoins spécifiques, c'est-à-dire que ces enfants, comme tous les enfants du territoire, peuvent aussi être autistes, ils peuvent aussi avoir des troubles dyslexiques, ils peuvent aussi avoir un trouble de l'attention, qui nécessitent d'être diagnostiqués. Donc oui, par rapport à l'exigence d'accès à des structures qui actuellement se développent de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de progrès dans les 20 dernières années dans l'identification et les réponses à ces troubles spécifiques, mais qui sont chez ces enfants, en raison des difficultés relationnelles, du contexte dont je parlais tout à l'heure, des discontinuités, ces enfants accèdent moins que les autres aux soins et ces diagnostics sont souvent faits avec retard. C'est-à-dire que le bruit qu'il y a au premier plan empêche souvent, et c'est souvent très tard qu'on va découvrir qu'un adolescent était autiste et qu'il aurait pu être diagnostiqué à l'âge de 3 ans ou à l'âge de 7 ans, et que c'est passé en second plan à cause de ces conditions d'accueil. Donc oui, il y a cette exigence-là de diagnostiquer, comme pour tous les enfants, les troubles dont ils peuvent être porteurs par ailleurs, mais qui eux-mêmes accèdent moins aux soins actuellement. En termes, j'ai pas répondu en termes de chiffres parce que c'est pas mon métier. Je pourrais y travailler, mais je sais que on a pu, enfin, les exemples de collaboration qu'on a pu faire, c'est-à-dire dans le Val-de-Marne, on a la chance d'avoir un dialogue de qualité avec le département, avec la protection de l'enfance, d'autre part avec l'éducation nationale. Et donc ces unités mobiles ont souvent été construites dans un réel partenariat où pour nos partenaires, ça parlait de façon évidente le fait qu'on puisse nous se rendre disponibles pour construire ces unités mobiles et aller dans les lieux où ils accueillent les enfants, et ce qui a permis que l'ARS soit convaincue, elle aussi, de suivre ces impulsions qui en sont souvent
venait de l'extérieur de l'ARS et que l'ARS ensuite accompagnait avec beaucoup de bonne volonté. Mais je pense que pour les partenaires, c'était une évidence que ces structures qu'on mettait à la disposition des enfants dont ils s'occupaient étaient une plus-value. Et en termes de chiffres, donc, à combien vous estimeriez le coût de ce déploiement de ces unités? Ben, ça dépend de l'ambition du projet. C'est-à-dire que je pense que un véritable projet à la hauteur des besoins de ces enfants inclut les différentes dimensions dont j'ai parlé, c'est-à-dire des dispositifs d'intervention, des dispositifs de formation. Je pense qu'il y a un véritable travail de partenariat qui doit se construire avec une véritable ambition. Donc, on peut construire une unité mobile ici, un accueil sans rendez-vous là, on peut construire un groupe d'appui aux situations complexes. Donc, voilà, nous, c'est comme ça qu'on a bricolé. En fait, depuis 20 ans, on bricole avec les moyens du bord en essayant d'inventer des dispositifs. Mais je pense que ça mériterait d'être formalisé dans un véritable projet. Je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, une clinique de soins pour les enfants de l'ASE, qui serait héberger une unité fonctionnelle d'un service de psychiatrie ou d'un service de maison des adolescents, par exemple, et qui inclurait toute une dimension de travail partenarial. Et je pense que ça participerait très largement à l'attractivité des métiers. C'est-à-dire que pour nos professionnels, pour les infirmières, pour les psychologues, pour les éducateurs de l'ASE, etc., pour eux, c'est décourageant. C'est-à-dire que le turnover, il n'est pas endogène. C'est aussi parce que quand ils sentent leur impuissance, des gens qui sont très généreux, qui s'engagent dans ces métiers-là, ont besoin d'avoir du sens et d'avoir du soutien pour que ça puisse sentir que ces enfants évoluent et en tirent bénéfice, quoi. Je vous remercie. Je peux vous demander d'éteindre votre micro. Merci. Nous allons pouvoir donner la parole maintenant aux députés. Donc, il y a eu plusieurs prises de parole. Je vous propose de prendre les 3 questions et puis ensuite de laisser monsieur le professeur répondre. Donc, nous avons débuté avec madame Rouleau. Merci. Merci Madame la Vice-présidente. Je vous remercie, docteur, d'être présent parmi nous. J'avais une première question à vous poser sur la nécessité. Vous avez dit il faut surtout ne pas séparer le sanitaire du social. Et donc, je voulais vous demander d'être plus concret, mais finalement, dans votre dernière réponse, moi, j'ai bien compris. C'est-à-dire que vous nous proposez en fait des systèmes qui se sont appuyés sur la pratique et notamment donc d'avoir des maisons, d'avoir des unités mobiles et que tout ça, on puisse le généraliser. Donc, je trouve cette idée formidable. Je voulais aussi vous demander, alors, c'est pas tout à fait le même sujet, mais justement, pour savoir si vous voulez qu'on aille aussi dans ce sens, je ne sais pas si vous connaissez l'UAPED, qui s'est construit à Orléans. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que vous décrivez, mais l'idée s'en rapproche, c'est-à-dire de centraliser dans une même maison des médecins, des unités, des gendarmes qui peuvent répondre justement aux besoins des mineurs qui ont fait l'objet de maltraitance, d'agressions sexuelles. Et c'est un système qui fonctionne bien parce qu'il sécurise le mineur. Ils ont d'ailleurs un chien d'assistance qui permet aussi de libérer la parole de l'enfant. Et donc, je pense que ça procède du même esprit, même si ce n'est pas ça que vous voulez faire, ça procède du même esprit, mis à part que vous voulez en plus des équipes mobiles qui vont aller chercher justement l'information et le lien, parce que j'ai bien compris que vous vouliez insister sur le lien, recréer en fait l'amour, hein, qui fait qu'on est aussi, parce qu'en fait c'est ça, et qui fait qu'on peut être des adultes responsables demain. Juste, donc, une dernière question sur ça, et pendant que je parle, j'ai oublié, sur ce lien. Bon, peu importe, je passe à ma question plus précise. Oui, si, ça y est, elle me revient. Vous avez donc aussi insisté sur le fait qu'une hospitalisation en temps complet était la dernière des solutions, qu'elle était nécessaire. Je voulais savoir quand est-ce qu'elle était nécessaire. Et je voulais quand même, parce que j'ai une petite inquiétude, moi, vous avez dit, il faut au maximum essayer de replacer l'enfant dans
famille, dans son milieu naturel. La question qui me taraude, c'est en cas de maltraitance, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, replacer l'enfant, même s'il le demande, même s'il ne veut pas être hospitalisé? C'est aujourd'hui, il manque beaucoup de pédopsychiatres, y compris, enfin, pour les enfants qui ne sont pas donc à l'ASE. Moi, je croise beaucoup de mères de famille qui me disent je mets un an à avoir un rendez-vous, etc. Est-ce que vous pouvez estimer le besoin, si on tient en compte votre projet, non, actuel, et avec votre projet, les deux, le besoin de psychiatres? Combien faudrait-il? Combien nous en avons aujourd'hui? Combien en faudrait-il? Psychiatres et psychologues, parce que vous avez souligné leur importance. Je vous remercie beaucoup pour votre prise de parole qui est très éclairante et que j'apprécie énormément. Merci Madame Rouleau. Madame Maxini. Merci beaucoup. Merci pour cette longue intervention qui est à la fois éclairante, qui aussi nous pose comment dire. Quand vous parlez de bricolage, moi je pense que c'est à la fois c'est très noble le bricolage, hein, c'est aussi, ça fait partie des métiers de la protection de l'enfance, mais le problème c'est qu'on fait maintenant que du bricolage en protection de l'enfance. Et ce que vous nous dites, c'est une expérience qui est intéressante dans le Val-de-Marne, mais le problème que nous avons, c'est qu'en fait on n'a pas de cohérence nationale, en tout cas dans les dispositifs, qui soient sur la pédopsychiatrie, mais aussi sur la protection de l'enfance. Et ça, c'est une des grandes difficultés aujourd'hui pour évaluer l'état de l'aide sociale à l'enfance, c'est nous avons 101 politiques de protection de l'enfance dans notre pays en fonction des départements, et j'ai l'impression que sur la question du soin psychologique et psychiatrique, c'est un peu la même chose. Ça dépend aussi des volontés de chacun et de chacune, du partenariat qui se crée ou pas avec des ARS, avec des hôpitaux, avec des chercheurs. Et ça, c'est insatisfaisant parce qu'on a besoin d'une cohérence et d'une politique nationale. En tout cas, c'est comme ça que nous voyons les choses. Moi, je voulais vous parler de la pouponnière, enfin des toutes petits qui sont en protection de l'enfance, et notamment celle de mon département on va visiter la semaine prochaine, celle du Puy-de-Dôme qui est en sureffectif, je dirais, permanent depuis de nombreuses années. En tout cas, moi, c'était mon lieu de travail et je n'ai jamais connu un effectif normal en pouponnière, ce qui crée des conditions d'accueil qui sont déplorables et délétères pour le développement de l'enfant. Vos collègues pédopsies et pédiatres ont alerté sur la réapparition des troubles de l'hospitalisme dans ce lieu-là, mais ce qu'on entend aussi, et il y a une enquête de Radio France qui démontre aussi la santé mentale des tout jeunes aussi, qui est de plus en plus compliquée dans les lieux d'accueil ou même dans les hôpitaux où peuvent rester des enfants comme en Loire-Atlantique, faute de place. Et donc, je voulais votre avis là-dessus aujourd'hui et vous l'avez décrit, avec un turnover professionnel qui crée aussi des ruptures de plus en plus importantes chez les enfants, un sentiment d'insécurité et de liens qui sont dysfonctionnants en tout cas, et on extrait des enfants pour des liens d'attachement bivalents ou insécures, et en fait on reproduit malheureusement en protection de l'enfance, et du coup on crée des troubles supplémentaires, ce qui est un échec assez profond, et ce qui fait que les professionnels partent aujourd'hui. Et du coup, j'aurais voulu avoir votre avis sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des pouponnières, comment améliorer aujourd'hui l'accompagnement, à la fois sur la formation, mais sur les métiers, parce que là, je vois vraiment quelque chose qui est très compliqué. Je voulais quand même aussi vous entendre peut-être sur les services de PMI, qui sont aussi des premières lignes aujourd'hui, normalement, dans les départements, qui ont quand même perdu un quart de leur budget en quelques années. Beaucoup de médecins quittent aussi les secteurs de PMI, et du coup, vous entendre sur la prévention avant qu'on arrive justement en protection de l'enfance. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour améliorer tout ça? Et nous avons une dernière question de Monsieur Roux. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, professeur. Je tiens à excuser d'abord mon collègue Sébastien Peytavi que je supplée ce matin, mais cela m'a donné l'occasion, je dirais même la chance, de profiter de votre témoignage, de votre plaidoyer pour un accompagnement global et partenarial, et aussi pour que la société puisse faire face à ses obligations vis-à-vis de tous ces enfants et de ces jeunes. Cela redonne de l'espoir. Donc, merci pour ça, professeur. Mais je dois avouer que les témoignages d'enfants placés que j'ai pu entendre ou lire sont loin, très loin des prises en charge que vous avez mises en place ou décrites, et que nous en revenons fréquemment, comme vous le disiez, à la patate chaude, aux hospitalisations qui font plus de mal que de bien, au parcours chaotique
aux maltraitances institutionnelles, car faute de moyens en dehors de l'hôpital, le fait de parer au plus pressé empêche de répondre aux besoins, voire même de respecter les lois. Donc je vais vous donner quelques exemples qui montrent ces disparités, vous demander comment vous les expliquez, pourquoi ce qui est possible chez vous ne l'est pas ailleurs. Donc vous savez que dans certains départements, il faut jusqu'à 3 ans d'attente pour obtenir un rendez-vous dans un CMP. Donc là, nous sommes loin des unités crisis dont vous nous avez parlé. Et puis, si la loi de 2016 prévoit qu'un bilan de santé soit systématiquement réalisé pour chaque enfant placé, en 2019, selon le Défenseur des droits, seuls 44% des conseils départementaux avaient mis en œuvre ce bilan de santé et 28% seulement l'avaient rendu systématique. Et puis 2 questions subsidiaires qui ne vous concernent pas directement, mais pour lesquelles vous aurez peut-être des réponses. Lors de précédentes auditions, des faits de résurgence du syndrome de l'hospitalisme chez les nourrissons ont été rapportés. Donc, est-ce que vous pourriez préciser en quoi consiste ce syndrome et quelles sont ses conséquences sur le futur de l'enfant? Et est-ce que vous confirmez ce constat d'une augmentation de ce syndrome? Et enfin, des témoignages ont fait état de surmédicamentation de certains enfants placés, que l'on sédate faute de place dans des structures adaptées et de professionnels disponibles. Confirmez-vous qu'il existerait de fait une tendance à la surprescription de médicaments tels que le tertian neuroleptique pour les personnes schizophrènes chez les enfants placés? Je vous remercie. Monsieur Balette, merci. Merci. Merci pour ces questions. Donc je vais y répondre peut-être dans l'ordre. Donc oui, vous avez bien partagé avec moi le fait qu'il ne faut pas séparer l'éducatif, le social et le soin dans le domaine de la psychiatrie. Ça ne veut pas dire que sur le plan de nos modèles, c'est la même chose. Je ne méconnais pas ce que c'est qu'un soin psychiatrique et je ne méconnais pas ce qu'est une action éducative. Ce que je voulais dire, c'était que nos actions sont extrêmement synergiques ou bien elles peuvent devenir contradictoires les unes avec les autres. C'est-à-dire que si je travaille avec un enfant qui a des troubles de l'attachement, mon diagnostic de troubles de personnalité et par exemple de dépression associée ne va pouvoir être suivi d'un effet thérapeutique qu'à condition que j'aide les éducateurs à prendre en charge cet enfant en tenant compte de ces observations-là. Et comment on fait pour travailler sur une dépression, comment on fait pour travailler sur des troubles de l'attachement, comme je le disais, en abordant avec l'enfant et en garantissant à cet enfant la solidité des structurations des liens qu'il y a autour de lui. On lui annonce ce qu'on va faire, on lui annonce qui est la personne qu'il va rencontrer, on lui annonce pourquoi il va le voir, on lui annonce pourquoi il est dans ce lieu, on lui annonce la continuité et la cohérence par rapport à ce qui s'est passé avant dans son parcours. Donc, de la même façon que le psychiatre peut aider l'éducateur ou aider le foyer ou aider l'équipe AEMO qui est mise en place à certains moments, de la même façon, ces équipes-là vont être indispensables pour le psychiatre pour travailler ensemble. Et c'est encore plus vrai quand on est dans des situations, effectivement, on parlait tout à l'heure de vos questions autour des pouponnières et des bébés, par exemple, sont majeures. C'est-à-dire que, effectivement, comment on travaille sur le système relationnel qui est autour d'un bébé, évidemment, il faut engager des interventions qui sont à la fois psychologiques, à la fois éducatives et à la fois sociales. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre hôpital de jour, qui est une unité de parentalité parent-bébé. Donc, d'une part, pendant les grossesses, c'est un moment de disponibilité particulière de ces familles et de ces mères, qui a été bien décrit et qui permet d'avoir des interventions très efficaces des psychologues, à condition d'avoir un nombre de psychologues suffisant. C'est-à-dire que nous, on est aussi complètement débordés. C'est-à-dire qu'on a des demandes. C'est une maternité à Créteil où il y a près de 4000 accouchements par an et on est débordé par le nombre de situations psychopathologiques graves. Donc, des mères qui ont besoin ou des familles qui ont besoin d'un accompagnement social
thérapeutiques, à ce moment-là, vont avoir une disponibilité sur laquelle la société pourrait intervenir. Et là, on intervient autant qu'on peut, je dirais, avec les moyens qu'on a. Et en aval de ce séjour à la maternité, on peut accueillir ces diades dans l'unité de parentalité parent-bébé en hôpital de jour. Elles peuvent venir une à plusieurs demi-journées par semaine. Et ensuite, pour essayer d'éviter qu'elles restent à l'hôpital, puisque la question a été posée de l'hospitalisme, nous sommes persuadés qu'il faut que ces personnes retrouvent le plus vite possible leurs environnements habituels, leur soutien. Il va falloir identifier avec elles quels sont les soutiens, donc dans des conditions qui sont diverses pour les différentes personnes. Les unités mobiles vont pouvoir intervenir pour favoriser un retour dans ces environnements habituels. Alors, je ne crois pas du tout avoir dit que j'étais pour le fait de replacer les enfants dans les familles. Je n'ai pas d'idée a priori, c'est-à-dire que je pense que ça serait même difficile d'avoir des idées a priori. Je pense que chaque cas est singulier, nécessite une évaluation extrêmement fine. Donc, je ne comprends pas très bien les gens qui diraient je suis pour, je suis contre. Je pense qu'il y a des situations qui justifient que les enfants ne soient pas laissés dans leur famille biologique. Je pense qu'en France, on est quand même un peu fasciné par la filiation biologique. C'est-à-dire que je pense que dans un certain nombre de cas, quand des enfants, des parents, des familles ne sont pas en situation d'exercer leur parentalité, je pense qu'il faut que la société, au nom des droits de l'enfant, en tire les conséquences. Je pense qu'il y a des décisions parfois qui sont catastrophiques pour les enfants. C'est quand, de façon incompréhensible, on remet l'enfant après quelques années à l'ASE dans sa famille d'origine, au nom d'un idéal de la relation biologique qui est un peu construit socialement, je dirais. Mais disons, il y a des écueils des deux côtés, et je pense que quand je parle du fait de soutenir les appartenances de l'enfant, ça peut être l'appartenance au foyer, l'appartenance dans l'équipe éducative, ça peut être l'appartenance avec une grand-mère ou avec une tante, ou avec justement, je pense que le travail d'évaluation des unités mobiles, c'est ce diagnostic de situation sans lequel je pense qu'on ne peut pas soigner efficacement un enfant. Donc je n'ai pas de position a priori pour un retour. Alors effectivement, j'ai dit que les hospitalisations à temps complet n'étaient pas un idéal, dans le sens où c'est pas au moment où un ado serait tellement fou que finalement il relèverait de la psychiatrie, on le sort et puis on l'évacue en disant t'as plus ta place ici. Alors on a des situations très complexes, par exemple, pour lesquelles on a mobilisé le groupe d'appui aux situations complexes. Un adolescent dans le Val-de-Marne qui a été exclu de plusieurs foyers dans lesquels il était, et les foyers ont exercé leur droit de réserve, ne voulaient plus le reprendre, et le service d'urgence du département a aussi exercé son droit de réserve, ne voulait plus reprendre cet ado après qu'il a cassé la clavicule de 2 éducateurs dans un moment de décompensation. Et on a mis en place ce groupe d'appui aux situations complexes. On s'est tous retrouvés autour de la table avec l'ASE, avec les juges, avec la PJJ, avec les services de soins, avec l'hospitalisation. Et donc les uns disaient il est absolument malade, il faut le mettre en psychiatrie. D'autres disaient mais non, les éducateurs sont pas suffisamment nombreux, ils sont pas, etc., etc. Bon, donc on a construit ce réseau. Donc on était 25 personnes dans la salle pendant toute la matinée à travailler avec. Et une première séance tous ensemble. Une deuxième séance, le jeune avec sa famille est venu lui-même pour pouvoir partager avec l'ensemble des éducateurs le constat, et ce qui lui a permis d'avoir un repérage de l'ensemble des liens qu'il y avait autour de lui et la préoccupation de l'ensemble de ses professionnels. Et là, ce jeune va plutôt bien, il garde sa place actuellement dans un foyer avec qui ça se passe très bien, et pour lequel on a mis en place des postes GASC, c'est-à-dire que tous les 3 mois, on se retrouve avec tous les partenaires. Donc ce que je veux dire, c'est que dans ces moments-là, c'est le travail de maillage d'un lien avec les professionnels. Ce n'est pas des solutions d'exfiltration dans un lieu magique où la psychiatrie, à ce moment-là, devient, comme dans l'exemple que j'ai donné,
un lieu finalement qui va le persécuter et qui n'aura pas de sens dans la prise en charge dans la durée, quoi. Sauf dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire que évidemment, si un enfant est en danger, s'il y a un risque suicidaire immédiat, s'il y a une protection insuffisante de cet enfant dans son environnement familial ou qu'il est délirant, halluciné, avec un risque de passage à l'acte immédiat, oui, là c'est des situations où on le protège en l'hospitalisant. Mais sinon, on préconise plutôt que des hospitalisations soient pensées, travaillées en amont, qu'elles prennent du sens pour les éducateurs qui s'occupent de lui, pour la famille d'accueil, pour le jeune lui-même, et qu'elles soient de très courte durée. Donc, ce qui me permet de répondre à l'autre question sur l'hospitalisme, c'est que je pense que la place de ces enfants n'est pas de rester à long terme à l'hôpital. C'est-à-dire que faute de mieux, l'hôpital reste un lieu de recours pour une détresse sociale qui prend différentes formes, mais je pense que ce n'est pas ce qui est du tout préconisé pour la santé psychique de ces enfants. Et pour l'UAPED, voilà, juste, effectivement, nous aussi, on a une UAPED qu'on est en train de monter. Je pense que c'est grâce au travail de certains élus très actifs qui ont permis que ça se construise, que ça se mette en place, cette salle Mélanie, qui permet aussi d'avoir une qualité de psychologues qui peuvent accompagner justement le recueil des dépositions par les enfants, par leurs familles, et puis aussi d'avoir une clairvoyance en intervenant aux urgences, en intervenant en pédiatrie, et avec lesquels on peut aussi travailler au-delà de l'aspect judiciaire, ce qui est évidemment fondamental, les nécessités d'orientation de ces enfants vers des prises en charge appropriées ou de ces familles vers des prises en charge appropriées. Donc ça permet aussi d'avoir un travail de justice, d'accueil, d'évaluation et d'orientation vers des soins appropriés, parce que trop souvent, c'est des positions qui ensuite ne sont pas du tout associées à des mesures de soins qu'il faut évidemment penser en aval. Alors, sur la question de la cohérence nationale, pardon. Ah oui, alors la baisse de la démographie. Alors nous sommes 49 professeurs de psychiatrie en France. 49. C'est-à-dire qu'on a un taux d'encadrement des futurs psychiatres qui est de 1 pour 35. D'autres spécialités ont des taux d'encadrement de 1 pour 4 ou 1 pour 6. C'est-à-dire que actuellement, il y a un défaut majeur d'investissement dans la formation des professionnels. Enfin, je plaide pour ma paroisse, mais c'est tellement criant que alors les choses sont en train de changer petit à petit. On a nommé de plus en plus de professeurs universitaires, des MCU, des PHU, etc. Mais les choses changent doucement et ne sont pas du tout à la hauteur des besoins. Donc ça c'est une première chose. Je pense que ce qui arrive là, c'est quand même la conséquence d'un numerus clausus qu'on a dénoncé depuis 30 ans. C'est-à-dire que je pense que là, maintenant, c'est un numerus apertus dont le nom a changé. Mais ça permet néanmoins un contrôle. Donc si on ne forme pas plus de médecins, on n'a pas plus de médecins à l'arrivée. Donc ça, je souhaite ardemment que les choses changent, mais je m'étonne qu'on découvre ça avec surprise actuellement. Et je pense que là, il y a, pendant les 10 prochaines années, la situation de baisse de cette démographie psychiatrique va s'accentuer, s'amplifier. Et je pense en revanche qu'on a un corps de professionnels très compétents que sont les psychologues qui sont insuffisamment valorisés. C'est-à-dire que les conditions de travail et de carrière des psychologues dans nos hôpitaux sont largement insuffisantes. C'est-à-dire qu'ils sont, elles sont attirées par le fait qu'il y a des dispositifs innovants, qu'il y a une certaine dynamique et une formation auprès de personnes expérimentées, etc. Mais très souvent sont recrutés et ensuite ont des carrières qui ne sont pas du tout à la hauteur de
des enjeux et des investissements. Donc je pense qu'il faudrait travailler comme je le disais, à créer des postes, et c'est ce que j'aimerais soutenir, créer des postes de psychologues coordonnateurs d'équipe qui valorisent des gens d'expérience et qui veulent continuer à travailler dans la fonction publique ou dans les différentes structures. Donc actuellement, je pense que l'attractivité doit être vraiment pensée globalement dans la dynamique des propositions et dans le respect des travailleurs, des personnes qui travaillent dans tous ces secteurs. Alors, sur la question, madame, effectivement, des bricolages, effectivement, je partage avec vous le fait qu'il y a des bricolages de génie qui sont improvisés à tel endroit. C'est trop, je suis complètement d'accord, c'est trop souvent dépendant de la qualité des liens entre les personnes qui arrivent à se comprendre, qui montent un projet ensemble, qui sont motivés, et puis avec une précarité du devenir de ces initiatives lorsque les gens s'en vont. Donc, je suis heureux qu'il y ait cette commission qui puisse dégager des lignes de conduite nationales et des exigences dans tous les départements par rapport aux mesures et aux dispositifs psychiatriques dédiés aux enfants de l'ASE. C'est-à-dire, je pense que ça doit être vraiment une exigence. Je pense qu'il doit y avoir des références, et je pense que il faut aussi que ce soit spécifique et contrôlé. C'est-à-dire comme ça a été fait pour l'autisme, par exemple. C'est-à-dire que s'il y a une politique qui est faite de volontariste en disant les métiers du soin psychique et psychiatrique doivent être mobilisés dans un dispositif, que ce dispositif représente des enveloppes, il faut ensuite que ce soit tout à fait contrôlé en termes du nombre d'enfants qui sont accueillis, la façon dont ces enfants sont accueillis, les formations de ces professionnels, que ça donne lieu à une véritable politique volontariste orientée vers les besoins de ces enfants-là. C'est-à-dire que quand on posait la question de pourquoi il y a certains CMP qui ont des délais d'attente de 3 ans, c'est une question très complexe, mais je pense que c'est complètement inadéquat, je partage avec vous, monsieur le député, c'est complètement inadéquat avec les temporalités de réaction nécessaires à la prise en charge de ces adolescents. On ne peut pas, alors que ce soit avec des adolescents ou que ce soit avec des bébés, c'est encore pire. On ne peut pas attendre 3 mois avant de réagir lorsqu'on a une suspicion de négligence ou de carence autour d'un bébé. Ça n'a aucun sens. Donc oui, ça nécessite absolument, et je pense que ça nécessite d'avoir des références nationales qui soient très claires et qui soient volontaristes, et qui incluent des dimensions d'intervention et des dimensions de formation et des dimensions aussi de questionnement autour des modalités d'intervention. C'est pas seulement chacun intervient comme il le sent en fonction de sa culture. Je pense qu'il y a vraiment des référentiels qu'il faut soutenir et construire ensemble. Alors, je vous laisse conclure, oui, monsieur. Je vous laisse conclure, on oui, va non, c'est arriver à parce que 12h30. Merci. Non, c'est ça, parce que je regardais, j'étais soucieux de ne pas oublier oui, l'hospitalisme, on en a parlé un petit peu. Évidemment, la place de ces enfants n'est pas de rester à l'hôpital. Donc l'hospitalisme, c'était une maladie qu'on avait découverte après la guerre, lorsque des enfants avaient été accueillis pendant de longues années. Et en fait, c'est comme ça que la pédopsychiatrie est née quasiment, puisqu'elle a découvert ce que c'était que la dépression, finalement une forme de dépression d'un nourrisson qui se laissait mourir faute de relations. C'est-à-dire que l'être humain, le bébé humain, a besoin de relations autant qu'il a besoin d'air et de sucre. Et, je vous en prie. Moi, je pense que c'est une question majeure et qui nécessite absolument qu'on puisse approfondir ce diagnostic et mettre en face les moyens de réponse appropriés. Je pense que c'est extrêmement important. Et vous parliez de la PMI, pour moi c'est un enjeu majeur de soutenir les PMI et qu'elles se développent, et grâce, on a la chance véritablement dans notre pays d'avoir des PMI de cette qualité
et qu'on puisse soutenir l'attractivité et le fonctionnement de ces dispositifs-là. Je pense que c'est central et parfaitement complémentaire avec l'ensemble justement des réseaux et des relations qui sont construites autour de ces enfants. Alors, peut-être une dernière réponse, par exemple, à la question des médications. Je me méfie un petit peu des conclusions là, qui ont été faites dans le rapport récent sur les surmédicalisations, parce que c'est un peu caricatural de dire que le médicament servirait de camisole chimique par défaut d'éducateurs. Enfin, disons, il y a un discours comme ça qui existe. Un médicament... donc il y a aussi des endroits où il n'y a pas assez accès aux médicaments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des troubles sévères et qui n'accèdent jamais à un psychiatre et qui n'accèdent jamais aux médications dont ils auraient besoin. Donc on a un peu les deux. Et je pense que le fait qu'on diagnostique mieux les dépressions de l'enfant, qu'on diagnostique mieux les troubles de l'attention, qu'on diagnostique mieux l'autisme, il faut s'en réjouir. Si à certains endroits il y a des surmédications qui peuvent être la conséquence effectivement de partis pris idéologiques, c'est des débordements, mais je serais prudent dans le fait de conclure que ce serait seulement pour pallier alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne prescrit pas du tertian pour qu'un ado se tienne tranquille. Ça, c'est contraire à toute bonne pratique. Et j'espère que peu de collègues le font. On espère J'espère aussi. avoir Oui. Merci, chers collègues. Je remercie le professeur Ballet, particulièrement pour vos propos et votre attention mise sur une politique volontariste avec les moyens adaptés, mais également avec la méthode d'intervention qui doit être plus systémique. Et j'apprécie tout particulièrement lorsque vous avez pu évoquer l'importance du travail en lien et ensemble de la psychiatrie, de l'action éducative, de l'éducation nationale, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et encore trop souvent, nous pouvons constater que chacun travaille dans son secteur et il n'y a pas suffisamment d'échanges dans l'intérêt de l'enfant. Donc je vous remercie. Nous poursuivrons nos travaux mardi prochain avec un cycle d'auditions de scientifiques et médecins. Je vous remercie. Au revoir.